Colonel Jango, justement, pour rebondir sur ce que disait Ronnie Broman à l'instant, on est dans des conflits asymétriques, on est dans des conflits où de plus en plus le militaire et le civil se mélangent, bien sûr. Donc comment voyez-vous de votre côté, c'est-à-dire du côté quand même de la santé des armées, comment est-ce que vous évoluez dans ce contexte-là? Juste un mot sur la dangerosité en zone urbaine, je crois que je suis tout à fait d'accord avec Ronnie Broman sur l'analyse vis-à-vis des blessés. Au regard du soignant, il me semble quand même beaucoup plus facile de se protéger en zone rurale qu'en zone urbaine, où la perception du danger est extrêmement difficile. Je me souviens, en mettant les pieds à Sarajevo en 1993, avoir eu de grandes difficultés à percevoir la direction des tirs. Parce que avec l'écho, l'environnement humain et matériel, c'est extrêmement difficile. Et donc, on est beaucoup plus vulnérable dans ces situations-là. Pour nous, on avait forcément une approche un petit peu, ou disons une vision différente de la situation aujourd'hui sur les théâtres d'opération, puisque si je reprends les 3 items, destruction des moyens de santé, on est quand même relativement à l'abri, puisqu'on ne s'inscrit pas comme système de santé exclusif, mais comme une chaîne médicale intégrée à un dispositif militaire. La mise en danger du personnel, on est au cœur du débat. Infirmiers et auxiliaires sanitaires sont tombés en Afghanistan. Et pour nous, s'agissant principalement de prendre en charge des blessés qui sont des soldats, on a plutôt majoritairement une vraie médecine de guerre plutôt qu'une médecine civile en temps de guerre. La médecine civile en temps de guerre, on va le trouver lorsqu'on va faire de l'assistance à la population. Et là, je vais revenir sur ce que disait Ronnie Broman. Revenir sur ce que disait Ronnie Broman. C'est vrai aussi qu'il ne faut pas toujours voir la bouteille à moitié vide. La présence médicale, elle est sédative, y compris pour les belligérants. Et lorsque nos médecins, nos infirmiers pratiquent l'assistance médicale à la population, on constate quand même une baisse de la violence, ne serait-ce que dans les rapports humains. Donc le rôle du médecin, l'image du soignant, ça reste consciemment ou inconsciemment, quelles que soient les cultures et les zones de conflictualité, un élément quand même plutôt positif en termes de présence sur les théâtres d'opération ou sur les zones à risque. Dominique Carreaudon, on a beaucoup parlé là de médecine en temps de conflit, en temps que guerre, mais si on élargit un peu, parce qu'aujourd'hui il y a des situations qui ne sont pas forcément des situations de conflit aigu, mais dans lesquelles les personnels aussi de santé sont menacés. Oui, tout à fait menacés. Puis l'accès aux soins est menacé tous les jours, au quotidien dans ces pays, parce qu'il y a d'abord un frein économique, parce que les soins sont devenus payants. Depuis la stratégie qui s'appelle Initiative de Bamako, mise en place dans les années 80, donc par les institutions internationales, imposant ces stratégies au pays, même s'il y a des évolutions récentes avec des États qui ont pris sur eux de décider la gratuité des soins pour les femmes et les enfants ou des populations milieu rurales, etc. Les soins sont quand même payants et c'est la première des discriminations dans les pays en développement. Moi, ce qui me frappe... 1 an après la guerre en Côte d'Ivoire, la guerre elle-même, parce que c'est 10 ans de conflit ivoiriens qui ont dévasté les services de santé, ce qui me frappe, c'est l'absence de réaction internationale à la situation sanitaire dans ces pays en post-conflit. Alors on parle beaucoup de reconstruction, etc., mais concrètement dans le pays, les soins sont les systèmes de santé, les services de santé, y compris communautaires, y compris les services de santé dans les quartiers d'Abidjan ont été brûlés, dévastés, pillés, détruits. Et qui s'en saisit finalement au plan national et en plan international? Que fait la France? Que fait l'Union européenne? Les agences des Nations Unies constatent, mais les rapports que j'ai lus sont vraiment édulcorés, je dirais, par rapport à la situation qu'on y observe. Donc ça, je trouve ça très choquant. Il n'y a pas de réaction. Donc les gens, on n'est plus en guerre, vraiment. On continue d'être dans une situation d'insécurité, comme le disent les soignants eux-mêmes et la population
Donc ça continue, la question se pose encore aujourd'hui, mais surtout il n'y a pas de réaction. Pourquoi ? Parce que la santé de manière générale n'est pas une priorité des États, n'est pas une priorité de l'aide, contrairement à ce qu'on peut en penser en travers des discours qu'on entend. On peut aller dans le détail de ce propos, mais si on regarde concrètement les financements alloués au système de santé, l'aide bilatérale a considérablement diminué de la France, de la Commission européenne au cours des 10 dernières années, justement sur les systèmes de santé. Au bénéfice donc de la lutte contre le sida plus globalement, de programmes de vaccination, de programmes dits verticaux, mais en générant des dysfonctionnements dans ces pays parce qu'en parallèle, on n'a pas renforcé les systèmes de santé, c'est-à-dire former. Ça veut dire quoi ? C'est pas abstrait, le mot système de santé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire former des soignants, ça veut dire acheter des médicaments, ça veut dire bâtir des infrastructures là où il n'y en a pas, ça veut dire rendre les soins accessibles à la population, ça veut dire avoir de l'information, générer de l'information pour avoir une politique adaptée, des stratégies adaptées à la situation avec des moyens modestes. Mais il faut savoir que les pays consacrent en Afrique moins de 10% du budget national à la question de santé. C'est plutôt entre 4 et 8% qu'au-delà, malgré des engagements qu'ils ont pris à Abuja en 2001, donc il y a déjà longtemps, de consacrer 15% des budgets publics au secteur de la santé. Donc on n'y est pas du tout. Le 10e Fonds européen de développement, c'est à peu près 3% du Fonds européen de développement qui est consacré spécifiquement à la santé, donc c'est très très peu. Et en tout cas, et l'aide bilatérale française a vraiment beaucoup diminué. Alors oui, en bénéfice de financements internationaux ou de côté de l'AFD, susciter des prêts, etc. Mais toujours est-il que sur le terrain, les systèmes de santé ne sont pas financés et que ce serait peut-être à un moment donné le sujet, en général, en situation de paix ou en situation de conflit, à tout moment. On va revenir effectivement à notre notion de conflit, mais la pauvreté tue, on le sait tous, plus sans doute que les combattants à l'occasion de tel ou tel conflit. Alors le principe, vous savez, des 5 à 7, c'est aussi l'interactivité, donc parole à la salle, déjà peut-être sur cette première partie, représentant d'ONG ou observateur que vous êtes. Une première question, si un micro veut bien circuler. Voilà, si vous pouvez vous nommer et puis... oui, bonjour, Daniel Lago, Adif. Alors oui, je voudrais juste poser une question donc à M. Angot, pour mieux comprendre ce qu'est la médecine militaire que vous représentez. Est-ce que vous êtes... c'est une médecine qui est au service des soldats français qui sont blessés? Est-ce qu'elle est au service de la population? Quand vous servez la population, est-ce que vous avez quand même en tête quand même les intérêts de la France, ou est-ce que vous devenez neutre, complètement neutre et indépendant, comme le CICR? Voici ces questions-là que j'aimerais mieux comprendre. Merci. Mon colonel, prenez bien le micro. Oui. Alors, ça dépend évidemment du conflit dans lequel on est engagé. Il n'y a pas une réalité générale, il y a une conflictualité par théâtre. De façon générale, on est prioritairement au service de l'armée française puisqu'on est engagé à ses côtés. Aujourd'hui, l'engagement uninational est extrêmement rare. On agit quasiment exclusivement sous mandat de l'ONU dans le cadre de coalition. Donc on exerce notre métier de soutien médical au profit de l'ensemble de la force, ce qu'on appelle la force de la coalition, donc l'armée française et les armées étrangères. Et on est également amené, lorsque la situation le permet, en respectant le plus possible l'architecture médicale locale, à pratiquer l'assistance médicale aux populations. Et lorsqu'on pratique l'assistance médicale aux populations, on la pratique de façon tout à fait neutre, sans passion, sans latéralisation, puisque on y trouve un seul intérêt, c'est-à-dire apaiser le niveau de conflictualité locale. C'est tout. Donc c'est quand même grandement lié au niveau de sécurité. On ne peut pas envisager de pratiquer de l'assistance médicale aux populations dans un conflit de haute intensité au milieu des belligérants. Mais dans les situations de maîtrise de la violence ou de rétablissement de la paix, l'assistance médicale aux populations est régulièrement pratiquée. Est-ce que ça répond à votre question ? Oui, je vous remercie très largement. Mais si vous voulez, la question que je me pose, micro, est-ce que vous êtes
Est-ce que d'abord vous intervenez en militaire ou en civil quand vous intervenez auprès de la population? Est-ce que c'est en militaire et en civil? Et est-ce que là, à ce moment-là, ou est-ce que les populations vous perçoivent quand même comme des militaires associés aux forces de la coalition Très clairement, oui. On intervient toujours sur un théâtre d'opération en uniforme, de façon clairement identifiée, avec la tenue du moment, c'est-à-dire la tenue militaire, mais également, si on est dans une mission ONU, le casque bleu ou le béret bleu, on est clairement matérialisé comme militaire français intervenant au sein d'une force déterminée. Et on n'a jamais de bascule vestimentaire ou de posture. Marie-Pierre Allier et le docteur Grelletti. Marie-Pierre Allier, au deuxième rang. Marie-Pierre Allier, donc présidente de MSF. Oui, Ronnie, M. Henry, vous nous avez bien décrit la façon dont les structures de soins, les hôpitaux, le personnel avaient été régulièrement ciblés au cours de l'histoire, en tout cas au cours de notre histoire récente. Mais on a un petit peu l'impression que ces attaques deviennent un petit peu systématiques avec ce à quoi on a assisté l'année dernière au Bahreïn et là avec la Syrie. Donc j'aimerais que vous nous disiez un petit peu en termes de perspective historique, si pour vous c'est quelque chose de réellement nouveau, ce phénomène-là, avec cette utilisation systématique des structures de soins, des hôpitaux, dans le cas de la répression, ou en fait c'est pas un phénomène si nouveau que ça? Allez-y, je vous en prie, parce que moi, je n'ai pas de réponse. Personne n'a étudié ça de manière scientifique pour répondre vraiment à votre question de manière exacte. On a l'impression juste simplement que les événements récents du printemps arabe ont accéléré un certain nombre de vulnérabilités, un certain nombre d'attaques directes contre des centres de santé ou contre des médecins dans plusieurs situations, mais je ne crois pas que ce soit nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'on braque le projecteur sur ces situations, qu'on l'étudie. Il y a un certain nombre d'organisations, il y a un certain nombre d'universités, il y a l'OMS, enfin vous, MSF, il y a plusieurs organisations, institutions qui maintenant étudient de manière plus systématique la fragilité des services de santé dans un conflit armé, mais pas seulement dans un conflit armé, aussi dans des situations de violence interne ou de troubles internes, de troubles post-électoraux, etc. Ou alors, dans sa dimension cachée de l'iceberg, c'est justement le post-conflit, c'est des systèmes qui sont des systèmes de santé qui sont détruits par un conflit et qui n'arrivent pas à se remettre sur pied après le conflit. Donc je ne crois pas que ce soit nouveau, mais l'intensité évidemment de l'actualité là-dessus a donné un éclairage assez dramatique. Hein. Dominique Arrudan. Oui, ce qui me semble nouveau dans ces 10 dernières années, c'est vraiment la façon dont les populations voient les systèmes de santé publique, qui ne répondent pas du tout à leurs préoccupations. Et donc, il y a eu, je pense, d'abord un manque de confiance, c'est sûr, mais certainement quelque chose de nature conflictuelle dans la relation sociologique de la population avec ses services de santé, une sorte de mépris, de soignants qui raquettent aussi. Bon, moi, je ne vais pas juger ça, mais la population, on a assez d'avoir affaire à des services de santé qui ne répondent pas à leurs problèmes, qui leur demandent de l'argent, qui vendent les médicaments qu'ils sont censés donner ou donner à bas prix. Et ça a nui terriblement à l'image des systèmes de santé dans la population. Alors est-ce que c'est une explication? Peut-être pas, mais je pense que c'est important de le voir en toile de fond. Contexte, oui, tout à fait.